Moi, c'est Georges. Je suis adopté du Vietnam. Il y a plein de choses que j'ignore, comme mon vrai nom, qui sont mes premiers parents. J'ai aussi grandi sans rien connaître de ma culture d'origine. Mais je sais ce que c'est que d'être adopté, de rechercher sa famille d'origine, de galérer quand on doit expliquer qu'on vient d'un pays dont on n'a pas les codes ou la langue, de flipper quand un docteur vous demande des antécédents familiaux, de grandir démuni face au racisme. Bref, je sais ce que c'est que d'avancer sans rien savoir. Il y a tellement de choses que j'ignore, mais j'ai compilé des rencontres avec d'autres adoptés qui sauront vous en parler mieux que moi. Alors, pour me présenter, je m'appelle Soleil Bangba. J'ai été adoptée à l'âge de 4 ans de Centrafrique, de Bangui plus précisément. Et puis, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. Et puis, voilà, j'ai grandi avec des parents qu'on pourrait qualifier de thénardier. Parce que malheureusement, j'ai été une enfant voilà, qui a subi des violences. Voilà, j'ai été frappée, j'ai été humiliée et parfois je mangeais pas à ma faim. Donc voilà quoi. Tout va bien. J'ai été adoptée par ma tante et voilà, parce qu'elle souhaitait avoir une fille et elle ne pouvait pas avoir d'enfant et donc comme je suis la dernière à être née et comme je suis une fille, elle a dit: «Bah super, je vais pouvoir, prendre ta fille» et puis ensuite elle m'a emmenée en France et voilà quoi. Je pense qu'elle était consentante, oui, au départ. Elle savait pas du tout que ça allait se passer comme ça parce qu'elle, je suppose qu'elle pensait que ça allait être une famille aimante, que j'allais pouvoir manger à ma faim, que j'allais pouvoir, voilà, pouvoir m'épanouir en tout cas, puisque je suis en France et que voilà, je pourrais être éduquée et être dans un cadre, sain. Je suis née dans un bidonville en Centrafrique et donc pour elle, le fait de partir en France, c'était quelque chose de très positif. Ma famille adoptive a été très, comme je t'ai dit, j'ai subi plusieurs violences, physiques, morales de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans. C'est là où là où j'ai quitté la famille, là où j'ai quitté la maison et voilà, pendant 14 ans, j'ai subi des violences. Alors ma relation avec ma mère biologique, c'était assez compliqué parce que ma mère adoptive ne souhaitait pas en fait que j'ai ce lien avec elle. Elle voulait vraiment, que j'ai uniquement un lien avec elle. Comme elle était jalouse et possessive, elle refusait que je l'appelle ou qu'on ait, des coups de téléphone. C'est-à-dire vraiment pendant 14 ans, j'ai dû avoir, au téléphone 2 ou 3 fois ma mère, biologique. Et D'accord. quand je l'avais au téléphone, ma mère adoptive, écoutait les conversations. Donc je ne pouvais pas dire ce que je souhaitais. Ma parole n'était absolument pas libre. Je ne pouvais pas dire qu'elle me tapait, que je pouvais pas dire ça. Elle était vraiment à côté et elle voulait que je dise que uniquement les choses positives, quoi, que j'allais à l'école, que je mangeais, que je faisais des activités et que voilà, que j'édulcore en fait mon adoption. J'ai perdu ce lien que j'avais, avec ma culture d'origine. Je ne parle pas le sango, parce que c'est la langue, qui est parlée là-bas. Je ne parle pas le sango, je l'ai perdu. Ma mère adoptive, bien qu'elle soit centrafricaine elle-même, ne m'a pas inculqué en fait, cette langue. Elle ne me parlait qu'en français. Elle ne souhaitait pas que je garde ce lien, avec l'Afrique en fait, mais avec mes racines. Alors lorsque j'étais plus jeune, j'ai croisé quelquefois des africaines ou des centrafricaines effectivement, mais disons que mes parents m'ont souvent éduquée dans cette peur des noirs. Cette c'est tellement bête à dire alors que moi-même je suis noire. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même des, comment dirais-je, des remarques assez racistes envers les noirs, envers les centrafricains, en disant oui, ils sont sauvages, ils sont pas bien éduqués, tous ces trucs très racistes finalement. Alors que, regardez-moi, en fait. Moi, quand j'étais petite, je fréquentais uniquement, majoritairement des blanches, oui. Oui, oui, oui.
Quand j'étais petite, je ne m'imaginais pas blanche. Pour moi, j'ai pas de couleur. Ouais, Comme comme je suis dans une famille noire et effectivement, j'ai uniquement des amis blancs ou alors maghrébins ou asiatiques. Disons que j'ai grandi avec des amis de différentes cultures et pour moi, c'était quelque chose de logique. C'était pas quelque chose comment dirais-je, de nouveau. Donc, j'avais pas spécialement de couleur de peau. Et les effets de racisme ou l'effet de racisme, j'ai plus vécu ça au sein de ma propre famille que qu'à l'extérieur. Dans ma famille, mes cousins et mes cousines sont métis et ils sont mieux traités que moi qui suis noire. J'ai plus exactement des exemples précis, hein, évidemment, parce que j'étais toute petite, je devais avoir, je sais pas, genre 8 9 ans. Mais, mais effectivement, comme ils étaient métis, ils étaient mieux vus, en tout cas au sein de la famille, que moi qui était noire. d'accord. Il y avait plus de privilèges en tout cas. Lorsque j'étais petite, j'étais assez mal dans ma peau, j'aurais préféré être métisse, effectivement, oui. Ouais, Ouais. Bah, maintenant que j'ai grandi, ça a beaucoup mieux, hein, j'ai fait une thérapie, voilà, ça a beaucoup mieux. Mais effectivement, lorsque j'étais plus jeune, je souhaitais être métisse, avoir, des longs cheveux bouclés, et pas avoir des cheveux crépus. Parce qu'encore à l'époque, il y avait pas ce black power, tu vois? mmh, On était, surtout les femmes, on était un peu rejetées de la société et la société nous en tout cas, les images qu'on avait très souvent à la télé, c'était souvent des personnes métisses et les personnes noires, ont été très peu vues. Donc c'est comme si on n'existait pas, en fait. C'était assez violent et donc effectivement, quand tu grandis avec, ces images-là, tu préfères ressembler à ces personnes-là, à des gens métis, à avoir les cheveux, longs, bouclés, ondulés et pas avoir des cheveux crépus, et pas être noir, quoi. donc ça se traduisait, je sais pas, par des coiffures ou des trucs comme ça? Oh oui, ça, les coiffures, oui, oui, oui. J'avais tout le temps des tresses, des longues tresses et parfois on me défrisait les cheveux avec des produits très, nocifs pour les cheveux qui, t'attaquent, le cuir chevelu, bien sûr. Et Ça, quand c'était à tu l'époque. dis et quand tu dis «on», c'est C'est ma mère adoptive qui faisait ça. elle t'imposait du coup de te défriser les cheveux, Elle m'imposait à me défriser les cheveux, c'est elle qui le faisait et parce que pour elle, c'était voilà, il fallait ressembler aux métis, quoi. Parce que maintenant j'ai grandi et que je n'ai plus, comme j'ai quitté la famille, nocive, je voulais prendre contact avec elle pour essayer justement de recréer ce lien, en fait. Parce que j'étais en quête de ma famille, biologique. C'était important pour moi de reprendre contact avec eux et de voir, en fait, ce qu'il en était après ces années-là et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Je pense que pour la majorité des enfants, adoptés, on pense que lorsqu'on va reprendre contact avec la famille, biologique, ça va bien se passer, ça va être génial et tout ça. Donc on édulcore un petit peu, on fantasme beaucoup sur ce lien avec la mère, biologique et finalement, je me suis pris une gifle quoi en l'appelant uniquement. Je ne suis pas allée en Centrafrique, j'ai réussi à reprendre contact avec elle par téléphone et une des premières choses qu'elle m'a demandé après, «Est-ce que ça va?» et tout ça, c'était, «Est-ce que tu peux me donner de l'argent?» J'ai besoin d'avoir une maison, j'ai besoin d'avoir un iPhone, j'ai besoin de voilà. Parce que pour elle, comme je vis en France, bah, je suis, riche. Alors pour ma santé mentale, je n'ai pas gardé contact avec elle et ni avec les autres membres de la famille, qui sont restés en Centrafrique. Hem, voilà, ils essayent toujours un peu de m'appeler et de me faire culpabiliser, en me disant: «Oui, toi, tu es en France, tu vis bien, nous, on est en Afrique, on galère, on est toujours, on vit toujours dans un bidonville et donc on a besoin de cet argent», ou alors, parfois on m'appelle en me disant: «Oui, ta mère elle est malade, on a besoin d'argent». Je dis: comme si j'étais, une banque, quoi. Donc non, pour ma santé mentale et pour mon bon développement personnel, j'ai préféré couper les ponts avec ces gens.
Eh bien, pour les personnes qui souhaitent, prendre contact avec leur famille biologique, je pense que c'est nécessaire pour eux, parce que c'est une recherche personnelle et intime. Donc si ils ressentent le besoin de le faire, qu'ils le fassent. Après, au bout, je suis pas certaine, comme moi, que ce sera forcément positif. Mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça te permet de reprendre contact avec eux et de voir un peu dans quel milieu social ils sont et comprendre aussi pourquoi ils ont besoin, hem, de pourquoi comment dirais-je? Je perds mes mots. Hem Pourquoi c'est nécessaire pour eux de recréer ce contact avec, leur famille, biologique? J'ai réussi à faire le deuil de cette expérience, de cette mésaventure, oui, j'ai réussi à faire le deuil, ouais. C'est très difficile à faire, mais j'ai réussi. J'étais, à la fac, j'étais en dépression parce que, je n'avais plus vraiment de repères. J'avais coupé les ponts avec ma famille, adoptive et je faisais mes études à Rennes. Et j'habitais à La Rochelle. Oui, ta famille adoptive est à La Rochelle. Ouais, c'est ça exactement, ma famille adoptive est à La Rochelle et donc quand tu fais des études, c'est quand même très difficile et encore plus quand tu es loin de chez toi et quand tu as coupé les ponts avec tes parents, adoptifs, bah, tu as plus de parents, en fait. Tu es tout seul, tu es vraiment tout seul et donc là, c'était vraiment très, 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 très dur. Vraiment très dur, psychologiquement en tout cas, ouais. Et donc, je me baladais en fait, au campus et il y a des comédiens qui sont venus m'aborder en me disant: «Oui, écoute, là, il y a un festival de théâtre, est-ce que tu veux venir?» et tout ça. Je dis: «Oh bah, écoute, ça va pas» et puis oui, oui, pourquoi pas? Ça me changeait les idées et je suis allée les voir. J'ai vu que c'était génial, qu'il y avait une bonne ambiance, qu'il y avait en fait, j'avais besoin de chaleur humaine, en fait. C'est ça dont j'avais besoin. Et donc j'ai trouvé ça et je me suis inscrite et puis depuis ce jour, bah, j'ai continué à faire du théâtre, en fait. Parce que je suis vraiment tombée amoureuse du théâtre. Voilà, j'étais au téléphone avec mon père adoptif, parce que je ne parle pas quasiment pas à ma mère, adoptive, hein, elle me parle pas. C'est vraiment avec mon père adoptif avec qui je parlais le plus, en tout cas et et voilà, suite à une conversation, j'ai pris la décision de quitter, de ne plus du tout leur parler, en fait, de rompre, les liens. Alors déjà, ce sont les rencontres qui m'ont permis de garder, la tête haute, et puis aussi le fait d'avoir fait une thérapie. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est de vraiment faire une thérapie, parce que ça t'aide à te retrouver, à te recentrer et et en fait à parler de choses très intimes que tu ne peux pas vraiment en parler avec tes amis. Puis même tes amis, même s'ils peuvent comprendre, ils vont pas forcément avoir les mots et il y a toute une recherche intellectuelle. Il y a beaucoup de choses, qui se passent dans la tête que seules les personnes, qui sont thérapeutes ou psy peuvent, t'aider. J'ai écrit un spectacle, sur, mon adoption, sur mon expérience avec, Bernard Noër. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de rencontre parce que j'ai fait, cette rencontre, avec, ce metteur en scène et réalisateur. C'était une rencontre très décisive pour moi parce qu'il arrivait vraiment au bon moment parce que encore une fois, j'étais un peu perdue et il a réussi à me mettre, à m'aider en fait dans cette recherche de liberté. C'était nécessaire pour moi d'écrire ce spectacle, c'était vital d'ailleurs, parce que ça me permettait justement de tourner la page et de grandir et de passer à autre chose. On a mis, je crois, 2 ans à l'écrire ce spectacle. Il s'appelle, Soleil brille en scène justement. On a mis 2 ans à l'écrire parce que, ce sont des choses du passé et donc il fallait vraiment il y avait à chaque fois des nouveautés en fait, des choses qui remontaient à la surface, donc ça a pris 2 ans parce qu'au départ, on voulait faire quelque chose de très premier degré et finalement, on a vu que ça passait pas spécialement pour le public. C'était très dur pour eux de recevoir autant
d'informations et autant de scènes assez dramatiques. Et donc, on a trouvé une autre manière de jouer, un peu plus détachée, un peu plus comique. Et donc là, ça passait beaucoup mieux, en tout cas pour le public. Et oui, à la fin, c'est beaucoup plus comique, beaucoup plus. On rit beaucoup plus et c'est beaucoup plus léger. Hop, c'est mon petit. Ça s'appelle Soleil brille en scène. C'est l'affiche du spectacle. Et je vais le jouer à la Comédie Montorgueil. C'est à Paris. Au métro Sentier. Soleil est une femme que j'admire beaucoup. Faire de son adoption un spectacle, sortir un sourire face au drame d'une vie, nécessite d'avoir de la force et de la distance. En faisant ce podcast, je m'y efforce et ce n'est pas facile.